Académie Chan, Éducation Plus, du cours de la 6e en terminale, en podcast. Chapitre 5. Nature, culture et civilisation. Introduction générale. D'une manière générale, les deux concepts nature et culture vont de pair. Leur étude est indispensable à la connaissance de l'homme et du monde. Ce sont des termes qui évoquent l'opposition entre ce qui est donné et ce qui est élaboré. Les dimensions dans lesquelles vit l'homme sont multiples. Il évolue dans un espace où le milieu naturel exerce une influence sur lui. Il poursuit ses activités au sein d'une société dont il fait partie. Il tente de s'identifier avec les autres membres de son groupe. Il coopère avec eux pour son maintien et sa continuité. Historiquement, ce sont les progrès et les échanges qui vont amener les penseurs du XVIIIe siècle à s'intéresser à ces deux notions et surtout à celle de la nature afin de savoir s'il existe une nature humaine, s'il en existait. Comment est-elle? Les cultures s'égalent-elles ou sont-elles identiques? Sinon, qu'est-ce qui est à l'origine de leurs différences? À cet effet, peut-on définir l'homme par la nature ou par la culture? Ainsi, nous allons d'abord définir les termes nature, culture et civilisation avant de montrer que l'homme est un être producteur de culture. Grand 1. Définition des concepts. Petit 1. La nature. La nature renferme une multitude de sens. On y trouve d'abord un sens physique où la nature désigne l'ensemble des êtres créés, l'univers matériel, bref, le cosmos. La nature désigne ensuite ce qui constitue la structure essentielle d'une chose, l'ensemble des caractéristiques qui permettent d'identifier ou de définir une chose. Exemple, nature d'un animal, d'un homme. Dans ce sens, la nature renvoie à tout ce qui est biologique, inné, instinctif, spontané, par exemple, ce qui est donné sans intervention de l'homme. D'où la définition de Lévi-Strauss. La nature, c'est tout ce qui est en nous par hérédité biologique. La culture, c'est au contraire tout ce que nous tenons de la tradition externe. En un autre sens, Descartes définit la nature comme l'ordre et la disposition que Dieu a établis dans les choses créées. D'après Malebranche, ce qu'on appelle nature n'est pas autre chose que les lois générales que Dieu a établies pour construire ou conserver son ouvrage, et donc contre nature, tout ce qui s'écarte de ces lois. À partir de l'homme, on peut définir la nature comme le milieu qui lui est donné et dans lequel il est appelé à évoluer, donc à créer sa culture. Petit 2. La culture. La culture est opposée à la nature en ce sens qu'elle n'est pas innée. Elle est ce que l'homme crée par son travail. Elle implique l'action de transformation et du développement. On parlera alors de cultiver son champ. C'est donc une manière pour l'homme de dompter la nature, pour en devenir le maître et le possesseur. En ce sens, la culture opère une humanisation de la nature. C'est la marque, la signature de l'homme sur la nature. Par la culture, l'homme transforme la nature et ainsi la nie. C'est pourquoi G. Bataille écrit que l'homme est l'animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel mais qui le nie. Au sens anthropologique, la culture désigne l'ensemble des comportements acquis qui constituent la civilisation d'une société. C'est le sens que lui donne l'ethnologue anglais Taylor. La culture est un tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l'art, la morale, les lois, les coutumes et toutes autres dispositions et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société. De ce fait, peut-on encore tenir la culture pour synonyme de civilisation? Petit 3. La culture et la civilisation. Par définition, la civilisation est l'ensemble des caractères propres à la vie intellectuelle, à la vie artistique, morale et matérielle d'une société ou d'un pays. C'est quand on parle de la civilisation occidentale, africaine, chinoise. La civilisation est un état de choses, c'est-à-dire le passage à la modernité. Or, la culture est définie par Guy Rocher comme ensemble d'éléments propres à tout groupe humain, comprenant aussi bien la religion que les mœurs sexuelles, le droit, les pratiques culinaires, les habitudes esthétiques. Autrement dit, la culture peut être considérée comme l'ensemble des éléments normatifs qui guident l'action humaine. Entendu dans ce sens, la culture se présente à la fois comme un héritage et un projet pour l'homme. Alors quelle différence marquée entre la civilisation et la culture?
Afin de mieux cerner ces termes, deux distinctions s'avèrent nécessaires. La première consiste à englober dans la culture l'ensemble des moyens collectifs dont dispose l'homme ou la société pour contrôler et manipuler l'environnement physique, c'est-à-dire le monde naturel, la science, la technologie et leur application. Ainsi entendu, la civilisation comprend l'ensemble des moyens collectifs auxquels l'homme peut recourir pour exercer un contrôle sur lui-même, pour grandir intellectuellement, moralement et spirituellement. Pour ce faire, il doit se servir des arts, de la philosophie, de la religion et du droit qui sont les faits de la civilisation. La deuxième distinction se veut être l'inverse de la première. La notion de la civilisation se confond aux moyens qui servent les fins utilitaires et matérielles de la vie humaine collective. Dans ce cas, la civilisation porte un caractère rationnel qui exige le progrès des conditions physiques et matérielles du travail, de la production, de la technologie. Par contre, la culture comprend plutôt les aspects plus désintéressés et plus spirituels de la vie collective, fruit de la réflexion et de la pensée pure, de la sensibilité et de l'idéalisme. À partir de ces deux distinctions, nous pouvons donner des définitions plus acceptables de ces deux concepts. D'une façon générale, on entend par culture un ensemble lié de manières de sentir, de penser et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité des personnes servant d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. Guy Rocher. L'analyse de cette définition nous conduit à ce constat: la culture a nécessairement une dimension sociale et politique, car elle désigne un certain système de valeurs et de référents qui induisent de modes de vie. De ce fait, la culture a nécessairement un rapport privilégié avec la vie, l'histoire, l'éthique et la religion. De ce constat, deux fonctions possibles de la culture se dégagent. Une fonction sociale puisqu'elle réunit plusieurs personnes et crée un lien entre elles, lien de sang, division de travail, lien de proximité géographique, lien de cohabitation, et une fonction physique, car elle modèle les individus, donne des comportements aux individus même à l'intérieur de convergences et de divergentes. En ce sens, la culture doit être comprise à la fois comme héritage et projet, car elle informe l'individu. Comme valeur d'information, la culture, selon André Malraux, nous apparaît d'abord comme la connaissance de ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Et c'est grâce à la culture que Kant a ajouté une autre question: qu'est-ce que l'homme? À sa biologie. Grand 2. Opposition traditionnelle entre nature et culture. La mentalité commune vulgarisée par certains philosophes classiques, Rousseau par exemple, opposant l'homme à un état de nature, état primitif, et un état de culture qui serait le fruit du progrès. L'homme n'est bon, c'est la société, culture, qui la déprave, corrompt. Petit 1. Histoire humaine de la culture. Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau avance 4 arguments pour justifier cet état de l'homme à l'état naturel. Avant que l'homme ne se socialise, Rousseau pense qu'à l'état naturel, il est celui qui vit sous la mouvance de ses instincts, satisfait simplement ses besoins et se sert de son corps comme objet. Bref, il mène une vie de solitude. Cet état de nature était, au dire de Spinoza et Thomas Hobbes, défavorable à l'homme. Ceci a constitué aux yeux de Spinoza une faiblesse de l'homme. C'est pourquoi il a éprouvé le besoin de vivre en société, c'est-à-dire signer le pacte social. Hobbes, dans sa théorie du droit naturel, va jusqu'à affirmer que l'homme est un loup pour l'homme. Pour Rousseau, la nature de l'homme est altérée par la société qui a, pour ainsi dire, changé d'apparence au point d'être méconnaissable. L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le déprave. Cette affirmation de Rousseau, quelque peu subjective, incite à poser la question suivante: l'état premier est-il retrouvable? Étant donné que l'homme est perfectible par nature, il ne peut que quitter cet état premier, ne peut connaître que le progrès. Physiquement, l'homme a un dispositif instinctif déficient, mais l'homme adapte son instinct à la loi de la société, c'est-à-dire à la culture qui l'englobe et dont le but est de transformer les fonctions d'adaptation de l'instinct. L'expérience sociale nous le prouve à suffisance.
Quand un enfant est coupé dès son plus jeune âge du milieu humain, il ne présente aucune image de l'humanité. Bien que disposant des potentialités, il ne peut qu'accéder à l'humanité que lorsqu'il est en contact avec la culture, ce qui prouve que sans la culture, l'homme n'est rien. Il ne peut ni apprendre à parler, ni accéder à la fonction symbolique. Petit 2, de l'évolution biologique à l'évolution culturelle. L'homme, dit-on, est un singe nu projeté dans la nature, comme le fruit initial d'un accident chromosomique. Dans cette nature où il est projeté, il essaie de survivre grâce à la chasse et à la cueillette, mais ce n'est pas dans la zoologie, au sens traditionnel du terme qu'il faut rechercher l'origine de l'homme, mais dans la psychosociale. Grâce au développement de son cerveau, à la libération de ses mains, l'espèce humaine a acquis le plus haut niveau de la conscience réfléchie qui assure l'apparition d'un moyen de communication logique, le langage conceptuel, et qui permet l'organisation de la société de plus en plus complexe, de plus en plus performante. C'est la société qui représente l'instrument de la grande efficacité pour l'acquisition, la conservation, le développement, la diffusion, l'utilisation de la connaissance. Le savoir devient collectif. Toutes les expériences individuelles s'effondrent dans une masse commune, au fil des générations, dans une culture qui, à peine ébauchée dans les autres groupes, forme chez l'individu le ciment de la société. Du coup, la pression sélective se trouve modifiée. C'est cette progression de la connaissance humaine qui donne le pouvoir sur la nature qui a permis à la culture de s'incarner. Ce passage du biologique au culturel donne une fonction à la culture, c'est-à-dire la culture apparaît comme un moyen d'adaptation, mais la culture dépasse parfois son rôle de réponse adaptative. La culture ne trouve pas seulement des solutions aux problèmes immédiats qui se posent, mais elle permet à l'esprit humain d'imaginer les problèmes futurs. Cet esprit rationalise, intellectualise tout. Quand l'origine d'un problème n'apparaît pas clairement, il invente une explication. Ainsi, naissent les mythes et les religions. L'homme, qui a remodelé son environnement physique, crée son environnement culturel. Ayant échappé aux règles de la sélection naturelle, il invente ses propres règles, crée une morale qu'il pourra modifier mais dont il ne sortira plus jamais. Des règles socio-culturelles sont observées dans toutes les sociétés, même les plus primitives, car elles sont indispensables à l'équilibre, à l'intégration et à l'harmonie du groupe. Mythes, monde et religion sont des traits spécifiques humains. C'est cette transformation biologique au culturel qui a fait dire que la culture, c'est ce qui s'ajoute à la nature. Mais la culture présente parfois des paradoxes. Ces paradoxes se ramènent à 3 dimensions selon l'ethnologue américain Melville Scovey. Premier tiret, la culture est universelle en tant qu'acquisition humaine, mais chacune de ses manifestations locales ou régionales peut être considérée comme unique. Deuxième tiret, la culture est stable, mais elle est aussi dynamique et manifeste des changements continus et constants. Troisième tiret, la culture remplit et dans une large mesure, détermine le coût de nos vies, mais s'impose rarement à notre pensée constante. Petit a, la diversité culturelle. L'homme en tant qu'animal, participe au monde de la nature et en tant que raison, il participe au monde de la culture. La culture, comme nous l'avons défini plus haut, est l'ensemble des transformations que l'homme apporte à la nature afin de mieux s'adapter. Elle désigne aussi le perfectionnement intellectuel et moral. À cet effet, chaque peuple peut ou est capable d'inventer sa propre culture, selon ses propres aspirations. Du coup, la culture devient un phénomène relatif. La culture, les formes d'expression varient d'un peuple à un autre suivant les époques. Par exemple, la faim, la soif sont naturelles, mais les modes de préparation de nourriture, le mode de consommation demeurent profondément culturels et dépendent de la culture, de la tradition de chaque groupe social. De même, l'instinct sexuel est naturel et nécessaire, mais les pratiques sexuelles relèvent de la culture et par conséquent elles varient selon les individus et les civilisations. Ainsi, chaque société a sa culture et tout homme appartient à un environnement culturel. On ne peut imaginer une société sans culture, donc il y a une diversité de cultures.
Parler de la diversité culturelle, c'est reconnaître les mœurs et les coutumes de chaque peuple. Les lois naturelles appartiennent à la modalité du nécessaire, on ne peut rien y échapper, c'est l'universel tandis que les règles sociales, les rites sont contingents, relatifs c'est-à-dire ils varient selon les civilisations. C'est ainsi que Claude Lévi-Strauss affirme, ce qui distingue l'humanité et l'animalité en bloc, c'est que l'homme, par son usage universel du langage, d'instruments, d'objets manufacturés, de soumission à des coutumes, des croyances et des institutions, relève d'un ordre irréductible à l'ordre naturel. Le monde de l'homme est le monde de culture et celui-ci s'oppose à la nature avec la même rigueur quels que soient les niveaux de civilisation considérés. Tout homme parle, fabrique des outils et conforme sa conduite à des règles. Grand 3. Les conflits des cultures. La culture dans son ensemble désigne tous les modes collectifs d'existence d'une société donnée. Il se compose d'un grand nombre de cultures dont chacune est caractéristique d'un groupe d'individus. Chaque société a sa culture et tout homme appartient à un environnement culturel. À cet effet, il n'y a pas des sociétés incultes tout comme il n'y a pas des hommes sans culture. Mais les rapports entre ces différentes cultures sont des rapports de conflit. Ainsi, certains théoriciens de l'ethnocentrisme, de l'impérialisme, et du racisme trouvent qu'il y a des cultures, des civilisations brillantes que d'autres, que tous les peuples qui ne partagent pas leur culture sont des barbares, des sauvages, des sous-développés. Petit 1. L'ethnocentrisme culturel. L'ethnocentrisme, c'est le fait pour une ethnie de se poser comme une référence en fonction de laquelle l'autre devra penser, c'est vouloir être le centre de l'histoire. L'ethnocentrisme culturel est l'attitude de ceux qui pensent que leur culture est meilleure et au-dessus de toutes les autres cultures. C'est le fait de considérer ceux qui ne participent pas à ma culture comme des barbares, des sauvages, des primitifs ou des sous-développés. Pour un ethnocentriste, il y a des peuples sans culture. Il y a des cultures supérieures qui peuvent s'imposer aux autres. Cette tendance rejette hors de l'humanité les hommes relevant d'une autre culture. Ils sont considérés comme des incultes. C'est ainsi que les Grecs dans l'Antiquité appelaient les non-Grecs des barbares, les Occidentaux appelaient les peuples d'Afrique des sauvages. Par conséquent, ils prétendent apporter leur culture aux peuples noirs d'Afrique. Petit 2. L'impérialisme, c'est une doctrine qui a tendance à l'expansion économique, politique et culturelle d'un État considéré comme nécessaire à leur équilibre ou leur survie, la conquête de nouveaux territoires pour étendre leur domination. En d'autres termes, c'est une entreprise politique, militaire, économique et culturelle de domination et d'exploitation d'États par un autre. Dans cette entreprise, la culture dominante met sur pied des mécanismes ou des valeurs qui ont pour but de détacher, de désolidariser, de déprécier les valeurs traditionnelles des dominés afin de valoriser la culture du dominateur, qui devient la référence. À cet effet, les dominés se sentent mal dans leur identité culturelle. Ils reçoivent et adoptent les valeurs de la culture du dominateur qu'ils ne peuvent pas remettre en cause. Ainsi, il en résulte des conséquences néfastes sur les dominés, une acculturation ou une aliénation culturelle. Petit 3. Le racisme. Nous avons constaté dans la définition qu'il y a plusieurs cultures et plusieurs civilisations, mais il faut aussi remarquer qu'il y a plusieurs races humaines. Les races, par définition, sont des groupes humains ayant des caractères biologiques analogues et qui se transmettent selon les lois de l'hérédité, couleur de la peau, morphologie de crâne, de visage, des cheveux permettent de distinguer le blanc, le noir, le jaune etc. Ces différents aspects sont visibles ainsi que la diversité de civilisations. Le racisme commence à partir de la diversité des races et de civilisations. Le racisme est une idéologie fondée sur une croyance, qu'il existe une hiérarchie de races. Les racistes adoptent une attitude d'hostilité envers les autres. À cet effet, les théoriciens du racisme posent d'une hiérarchie de civilisation ou de culture confondue avec une hiérarchie biologique des groupes humains. C'est ainsi que Alexis Carrel dans son livre L'homme c'est inconnu affirme, la répartition de la population d'un pays en différentes classes n'est pas un fait du hasard,
ni des conventions sociales. Elle a une base biologique profonde car elle dépend des propriétés physiques des individus. Ceux qui sont aujourd'hui des prolétaires doivent leur situation aux défauts héréditaires de leur corps et de leur esprit. Les ancêtres des civilisations étaient d'une constitution organique et mentale plus faible que les seigneurs médiévaux qui conquirent la terre et la défendirent contre les envahisseurs. Les premiers étaient nés serfs, les seconds rois. Les premiers étaient nés serfs, les seconds rois. Ainsi, pour les théoriciens de l'ethnocentrisme, de l'impérialisme et surtout du racisme, il y a des civilisations supérieures aux autres. Il y a des civilisations ou des cultures plus brillantes que d'autres. C'est la preuve des inégalités biologiques des groupes humains. Petit 4. Les critiques de la hiérarchie de culture. L'observation des différentes cultures nous permet de constater que certaines cultures connaissent un développement technique et scientifique supérieur à d'autres. Il est vrai que certaines cultures développent certaines valeurs, la justice, la liberté, l'égalité, le respect humain, la tolérance, et d'autres sont vouées à des mauvaises pratiques telles que la ségrégation, l'exploitation des enfants ou le viol des mineurs. Tout cela n'est pas suffisant pour expliquer l'évolution biologique de culture ou civilisation, car l'évolution historique de culture nous montre le contraire aujourd'hui. L'histoire des civilisations qui étaient brillantes à l'époque montre que ces civilisations déclinent et disparaissent de nos jours sans que les caractères biologiques des peuples se conservent sans se modifier. À l'exemple des civilisations de l'Égypte pharaonique, de Grèce antique, de l'Italie qui se sont effondrés. Au contraire, certains peuples considérés comme dominés ont connu leur essor de civilisation. Il faut citer entre autres certains pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique et quelques pays africains qui connaissent de nos jours une évolution culturelle considérable. Ces exemples démontrent bien que l'essor d'une civilisation ne témoigne pas d'une supériorité biologique. Un autre exemple vient du cas des enfants sauvages. Ces enfants sauvages, comme l'a examiné le psychiatre Philippe Pinel, sont des enfants qui ont vécu longtemps parmi les animaux, parfois adoptés par des loups en dehors de toute société humaine et qui présentent des graves déficiences biologiques et mentales. Allaitement de loup, fuite de la lumière et voyant clair la nuit. Il a fallu 10 mois dans l'orphelinat pour apprendre à tendre la main, 1 an pour se tenir debout, 50 ans pour apprendre quelques dizaines de mots. Cela prouve qu'un homme privé de tout environnement culturel n'est pas seulement un homme à l'état sauvage mais encore un être dénaturé. Conclusion générale. De tout ce qui précède, il faut reconnaître que c'est la culture qui a fait de nous un homme. Autrement dit, si à la naissance l'être humain ou un enfant se trouve en dehors de la société, il ne peut pas acquérir des qualités qui caractérisent un homme accompli. Doté de l'intelligence et du langage, l'être humain s'adapte mieux aux milieux dans lesquels il est né et grandi. La culture est le mode de vie d'une société donnée, elle est l'ensemble des manières d'être au monde, de s'adapter à la nature. Donc tous les peuples ont une culture, tout comme il n'y a pas de peuple sans culture, tout comme il n'y a pas de nature humaine en dehors de la culture. Mais toutefois, la notion de culture reste problématique à cause des problèmes qu'engendre le racisme, le tribalisme. Mais il faut reconnaître que l'homme est capable de transcender toutes ces difficultés liées à la subjectivité pour construire un monde beaucoup plus humain où l'acceptation de différences doit prévaloir sur l'égocentrisme. Sujet de réflexion. 1er. Peut-on renoncer à l'idée que l'homme a une nature? 2e. Expliquer et discuter cette affirmation de Martin Luther King. L'homme n'est ni bon ni mauvais par nature mais il a les potentialités de devenir l'un ou l'autre. 3e. La pluralité de cultures d'un pays est-elle un obstacle à la paix et l'unité nationale? 4e. Que pensez-vous de cette affirmation de Claude Lévi-Strauss? Le monde de l'homme est le monde de culture et celle-ci s'oppose à la nature avec la même rigueur quel que soit le niveau de civilisation considéré. 5e. La société dénature-t-elle l'homme ou l'humanise? 6e. Commentez cette pensée de Jean Rostand. De tout ce que l'homme a appris, éprouvé, ressenti, rien ne s'est déposé dans son organisme. Chaque génération doit faire tout l'apprentissage. 7e. Toutes les cultures ont-elles la même valeur? 8e. Une culture peut-elle être porteuse des valeurs universelles? Valeurs?
Huitième, une culture peut-elle être porteuse des valeurs universelles? Valeurs, 8.